Bonjour Philippe. Bonjour Yann. Si je te dis art, tu me réponds. OB. Si je te dis vivre, tu me réponds. Gastronomie. Et si je te dis travail, tu me réponds. Mission. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est à Lille et on a le plaisir de recevoir Philippe Mougin, président fondateur de Heroic Santé. Alors Philippe, on va commencer tout simplement. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Et tu as le temps de te présenter. Comment on arrive à être président fondateur d'une entreprise telle que Heroic Santé ? Merci Yann. Donc je suis Philippe Mougin. J'ai 57 ans, je suis marié, 5 enfants, 2 petits-enfants et récemment un joli petit chien qui s'appelle Ginette, donc, qui est rentré dans notre vie. Et sinon après, en termes de parcours, j'ai eu un long parcours dans l'industrie pharmaceutique, presque 30 ans, où j'ai démarré en fait en tant que délégué médical, donc commercial, après directeur régional. J'ai voulu passer au marketing, donc chef de produit, direction marketing. Je voulais passer aux ventes, donc j'ai pris une direction marketing-vente. Après, business unit, donc en plus du marketing-vente, les services clients. Et après, j'ai voulu basculer de ce qu'on appelle le côté obscur, c'est-à-dire tout ce qui est accès au marché, dossier technique, donc dépôt de dossier auprès de la Haute Autorité de Santé, négociation de prix avec le Comité économique des produits de santé, et puis relations avec le ministère, l'Assemblée, le Sénat. Et donc, j'ai créé après les affaires politiques et gouvernementales pour le groupe Bayer France. Alors, pourquoi tu disais le côté obscur ? Parce qu'en fait, il y a des fonctions très spécifiques. Marketing-vente, en fait, c'est ce qui fait aujourd'hui, j'allais dire, l'esprit ou l'âme d'une entreprise. Et après, il y a tous les aspects plus techniques, réglementaires. Ouais. Je dis le côté obscur, parce que quand on vient du marketing-vente, basculer de l'autre côté, ça fait très bizarre. D'accord. Mais c'était un choix de ta part. C'était un vrai choix personnel de pouvoir mieux comprendre tous ces enjeux, oui. Avant ça, parce que je me suis renseigné un petit peu, j'ai vu, tu as fait Neoma à Reims, c'est ça comme Oui, j'avais fait en fait un MBA après à Reims. Ouais. Donc oui, après moi au départ je suis un autodidacte, donc il a fallu à un moment donné que je structure ma façon de travailler, ma façon de comprendre le monde. Donc j'ai commencé à travailler, j'ai été manager et en étant manager, j'ai pu passer en candidat libre et candidater à un MBA. Donc Et pourquoi le choix de l'industrie pharmaceutique ? Je pense qu'au départ, c'est pas du hasard. J'aime les choses, j'aime la complexité, j'aime les choses techniques, mais j'adore la relation interpersonnelle, donc tout ce qui pouvait être commerce. J'avais commencé à vendre du photocopieur, mais bon, la technologie du photocopieur, c'est pas très compliqué en soi. Alors qu'en santé, oui, tous les aspects études, données de santé, etc., c'était plus compliqué. On s'adresse à des médecins ou à des professeurs d'université. Et j'étais plus à l'aise dans ce milieu-là, donc je me suis dit, j'y vais, et c'est de la visite médicale. Donc tu arrives à un moment donné chez Bayer. C'était pas au tout début Bayer, non, c'était pas au après. Tout début, mais c'est là où je t'ai interrompu d'un seul coup. Ouais. Donc tu es plus du côté effectivement administratif, juridique. Oui, je reste, mais j'ai toujours une équipe. En fait, malgré ça, j'ai gardé la volonté d'avoir une équipe qui était en charge des relations au niveau territorial entre les associations de patients, les professionnels de santé, l'autorité de santé, donc l'agence régionale de santé, que je voulais mieux comprendre finalement comment vivait un patient, quel était le parcours d'un patient ou d'un usager qui à un moment donné a des symptômes, comment il va chercher à diagnostiquer une maladie, quelle est sa prise en charge, comment on organise une prise en charge après avec de multiples acteurs, infirmiers, pharmaciens, médecins. J'ai toujours eu cette volonté-là, donc ça fait déjà plus de 15 ans que je travaille sur ces sujets de parcours. Ouais. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, j'arrive à imaginer Heroic Santé. Ouais. Et en quoi cette recherche sur le parcours des patients, j'allais dire, apporte quelque chose à Bayer ? Enfin, ça se structure comment à ce niveau-là ? Ça se structure parce qu'en fait, c'est un lien entre ce que je peux appeler en fait les affaires politiques gouvernementales et c'est l'idée d'inscrire un industriel dans une approche collective, dans un partenariat gagnant-gagnant, et de dire qu'un industriel comme un industriel pharma peut faire autre chose que
Déjà, quand je dis autre chose, c'est déjà formidable de mettre au point une molécule, un médicament, mais autre chose que de le commercialiser, c'est également s'intéresser aux modalités de prise en charge, donc faciliter la vie des professionnels de santé, faciliter la vie des patients, et pourquoi pas contribuer à l'économie du système de santé. Mais je te pose cette question-là parce que c'est des choses que le grand public ne sait pas. Alors, qui plus est, là, avec la crise du Covid, dès qu'on aborde le sujet laboratoire pharmaceutique, on a je parle au niveau du grand public, mais on a cette impression, on en oublie même les années de recherche pour mettre au point un médicament, un vaccin, et on résume ça à de toute façon ils sont là pour se faire un paquet de fric. Et en fait là, ce que tu me dis, c'est d'une, il y a effectivement toute la recherche qui est extrêmement longue, extrêmement importante, qui demande des investissements énormes, mais les entreprises pharmaceutiques vont plus loin et s'intéressent réellement au parcours des malades. De toute façon, si elles ne le faisaient pas, j'imagine que ça fonctionnerait pas bien. Mais Oui, elles le font pas tout au même niveau, mais là, en fait, tu décris un phénomène qui est surprenant. Le chiffre est assez étrange, on parle de 82%. 82% des Français estiment que les médicaments sont utiles et sont pertinents pour mieux vivre au quotidien, mais le même chiffre, 82% des Français considèrent les laboratoires pharmaceutiques comme des truands. Donc c'est très étrange. En fait, il y a une dichotomie forte sur le sujet, alors que les industriels aujourd'hui, s'ils veulent se développer correctement et apporter un vrai service, j'allais dire aux usagers, mais même aux professionnels de santé qui prennent en charge, sont obligés de se préoccuper de l'organisation de ce qu'on appelle les parcours, c'est-à-dire comment un patient, je le redis, découvre des symptômes, cherche un diagnostic, se fait diagnostiquer, se fait traiter, le suivi de sa maladie, la prise en charge au long cours de sa maladie. Donc après, tous les industriels n'ont pas la même envie et vont pas aussi loin dans leur approche. Ok, mais est-ce que tu sais, est-ce que les laboratoires qui ont cette approche-là ne communiquent pas assez sur ce qu'ils font, ou est-ce que c'est les médias qui ne s'intéressent pas à ce genre de choses? Parce que vraiment, ça, j'imagine que très peu de gens le savent, qu'il y a tout un travail sur les parcours de santé et sur les patients. Les laboratoires qui le font en sorte et essaient de communiquer. Après, c'est pas un sujet simple en communication. Non, j'imagine. Parce que c'est un sujet qui peut être assez vite complexe. Mais après, je vais dire une chose pas forcément très positive concernant l'industrie. Mais à ce moment-là, l'industrie parfois en fait confond la logique d'optimisation de parcours avec des approches dites marketing. Entre guillemets, on fait du greenwashing. Et quand on fait du greenwashing, on ne peut pas ouvertement communiquer parce que de toute façon, ce sera mal entendu, mal compris. Et parce que c'est mal fait au départ. Donc c'est pour ça que certains industriels avancent et le font très bien. Une majorité a un peu de mal parce qu'il y a une confusion entre en ce qu'on appelle la vraie démarche d'approche de parcours, optimisation de parcours, et l'idée de faire du marketing au cours de ce sujet, donc du greenwashing, et ça passe pas. Ok, donc j'imagine que toi, à un moment donné dans ta tête, entre ce qui t'intéresse vraiment et puis ces écueils des laboratoires pharmaceutiques, tu n'y trouves plus forcément ton compte. Non, j'y trouve plus mon compte, et puis vraiment l'idée, c'était d'aller voir les patients. Puisque nous, dans la pharma, en fait, quand je dis nous, parce que j'ai vécu 30 ans, donc j'ai l'impression que, quand je dis nous, je peux le dire. Dans la pharma, la loi nous interdit le contact direct avec les patients. Oui, effectivement. Donc, en fait, c'est assez obscur, c'est assez étrange de travailler pendant 30 ans de sa vie à l'amélioration de la vie des gens sans que tu puisses leur parler. Donc, c'est super perturbant. Et je me suis dit, à un moment donné, il faut que je comprenne. Et finalement, comme je le disais, il y a des industriels qui s'engagent pas réellement ou d'une façon en fait un peu fake. Et je leur dis, moi aujourd'hui, je vais vous remonter le vécu des patients pour vous montrer en quoi c'est utile d'y aller et ce que pensent réellement les patients. Ok. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Tu démissionnes? Comment ça se passe? Non, en fait, c'est compliqué quand on est salarié d'un grand groupe international à 50 ans. C'est compliqué de démissionner et de se dire je crée une start-up. Très honnêtement, c'est pas comme ça que ça s'est vraiment passé. Il y a eu un vrai déclic. Non, on va pas raconter une belle histoire magnifique. Si, c'est une très belle histoire, mais c'est pas, je me fais pas virer. Simple. C'est pas une décision que je prends, mais il y a eu un vrai déclic. En fait, le groupe pour lequel je travaille, j'ai dit Bayer, et puis tout le monde, en fait, tous ceux qui ont assisté ont su de quoi il s'agissait. Bayer, en mi-14, a décidé de racheter le groupe Monsanto.
Oui. Donc Monsanto, c'est le Roundup. Ouais. J'ai parlé de vivre et de gastronomie. J'adore bien manger, j'adore les aliments. Oui. Et j'ai du mal à appréhender Monsanto Roundup qui tue les sols, les animaux et les humains. Donc il y a eu un déclic dans mon esprit qui s'est fait. J'ai dit, je peux pas rester. Non, mais je défends les parcours et une entreprise à mission. Et je comprends plus la stratégie de l'entreprise. Donc j'ai mis 1 an et demi parce qu'il faut partir proprement. Mais je suis parti en fin 2015. Et avec l'idée, cette fois-ci, de monter Heroic Santé. Ok, Voilà. alors pour l'anecdote, j'ose espérer que mes collègues du service com de Now Coworking m'écoutent. Forcément, on parle des podcasts et des invités. Et il y a Simon qui se charge du marketing chez Now qui m'avait dit, surtout, on verra si tu as le courage, mais tu l'interrogeras sur Monsanto. Et je lui disais, mais c'est pas le sujet. Mais effectivement, quand on voit quelqu'un sur son parcours qui a travaillé chez Bayer, ce que tu me dis là, oui, malheureusement, ces 2 entreprises, Bayer et Monsanto, sont associées dans la tête des gens. Et ils le sont historiquement, parce que Bayer, historiquement, c'est 3 grands piliers. C'est la chimie lourde, c'est la santé humaine et animale, et c'est l'agri, c'est l'agro. Oui. Donc l'agro, Bayer on a tous, je pense, du Bayer avec des engrais ou du désherbant chez nous, à titre particulier, on a tous été confrontés. Après le rachat de Monsanto, si Simon veut savoir ce que je sais, je vais dire une chose. Non, mais je vais dire une chose. Pensez à une chose. Aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le vivant, en fait, le vivant comestible, donc les plantes au niveau végétal. Le vivant collectif, aujourd'hui, le monde entier est obligé d'acheter des graines. Oui. Des graines qui sont produites par des producteurs de graines. Donc il y a Monsanto, il y a Bayer, un 3e, mais j'ai plus le nom en tête. Et ces producteurs produisent des graines qui sont développées de façon spécifique, qui résistent à certains virus, à certaines agressions, et qui produisent un rendement identique et optimum. En revanche, quand vous faites pousser une tomate avec cette graine-là, les graines de tomates sont stériles. Donc vous êtes obligé l'année suivante de racheter les graines au même producteur de graines et qui lui vend des graines qui sont protégées contre des agressions, ou si jamais ça arrivait, les engrais qui permettent de lutter contre des agressions dont la plante n'arrive pas à se protéger. Et aujourd'hui, ce consortium a une vision qui est assez simple, c'est de pouvoir monopoliser et détenir l'ensemble du vivant végétal. Oui, c'est ce que j'allais dire. En plus, c'est un monopole. C'est très difficile pour un petit agriculteur qui arriverait de vendre des graines, si j'ai bien suivi. Vous pouvez aujourd'hui, il y a plein d'agriculteurs qui sortent des grains anciens, donc des grains qui peuvent reproduire, qui peuvent se reproduire. Donc vous faites une récolte, vous conservez des grains et vous refaites une récolte l'année suivante avec. Mais aujourd'hui, ce consortium a même la capacité d'interdire l'inscription de ces grains au registre des grains internationaux. Donc ces grains-là, vous pourrez les utiliser, mais ne pourront jamais faire l'objet de commerce parce qu'ils ne sont pas inscrits au registre. Donc l'idée, si je la résume, c'est 3 acteurs mondiaux, peut-être quelques-uns de plus, qui ont un rêve, c'est que tout le vivant végétal comestible passe par eux et qu'on soit obligé d'acheter leurs grains pour pouvoir faire pousser un aliment végétal comestible. Et si on imagine le futur où ça existera, ça signifie que les prix que vous fixez les prix que vous voulez. Vous détenez les clés de l'alimentation humaine. Eh ben, on ne pourra pas dire qu'il y a des filtres et qu'on n'est pas transparent. Là, pour le coup, c'est très clair. On va quand même revenir au sujet principal. Heroic Santé, quand même. Parce que, alors moi, je ne connaissais pas avant qu'on organise tout ça. J'ai été voir le site internet. Tu peux nous en dire plus sur ce projet ? Voilà, en plus le site internet, il y a une bannière qui annonce qu'il est en plein travaux parce qu'on change toute notre conception. Quand j'ai créé Imagine Heroic Santé, l'idée c'était de bénéficier ou de permettre aux patients et à leurs aidants, donc il y a plus de 21 millions de malades chroniques en France, si on prend les aidants, on va dire que la moitié de la population française est concernée par un malade chronique aujourd'hui, mais 100% de la population française est concernée par la santé. Donc l'idée c'était de leur donner les moyens d'échanger leur savoir expérientiel. Quand quelqu'un a vécu une maladie et vit avec une maladie, il est le plus à même à aider les autres patients sur des sujets de vie quotidienne. Heroic Santé, on n'est pas là pour chahuter les concepts scientifiques, médicaux. On n'est pas là, on fait de la prévention, on peut faire accompagner vers le dépistage. On ne challenge pas les modalités de prise en charge, c'est pas notre rôle. En revanche, si vous avez besoin c'est quoi les sujets de prévention, comment on vit avec une maladie chronique,
sa sexualité, comment on voyage, comment on mène l'éducation de ses enfants, comment on gère sa profession, comment on gère sa vie familiale, sa vie sociale. Donc, c'est l'idée d'échanger au sein de la plateforme Héroïque Santé. Par extension, aujourd'hui, on s'est rendu compte que finalement, les patients s'exprimaient peu sur leur vécu, leurs vrais besoins, leurs vraies difficultés ou leurs préférences au quotidien. Les réseaux sociaux jouent pas ce rôle-là parce que c'est souvent des questions courtes et des réponses courtes. Et les réseaux sociaux sont très dark en fait, c'est du bashing. Oui, et c'est ouvert. Enfin, c'est ouvert à tout le monde, au public. Oui. Enfin. Oui, mais c'est très ouvert, mais c'est surtout qu'en fait, on se fait très vite insulter par d'autres patients ou des non-patients quand on ose s'exprimer sur la difficulté qu'on a à vivre au quotidien avec une maladie. Or, c'est difficile de vivre au quotidien avec une maladie. Et pourquoi on se fait insulter ? Donc, les réseaux sociaux jouent pas ce rôle-là. Donc, nous, par extension, aujourd'hui, Héroïque Santé, et c'est notre grande fierté, mais on en reparlera, on a lancé il y a 15 jours une application qui s'appelle Yakadir. Ouais, j'ai vu ça. Et son nom, Yakadir, Y-A-K-A-D-I-R. Donc, on n'a qu'à le dire. Et donc, aujourd'hui, on peut télécharger l'application. C'est 100% anonyme. Il n'y a pas de création de compte obligatoire. Mais on peut raconter tout ce qu'on veut sur notre expérience avec le système de santé. J'aime pas, j'en ai marre d'attendre chez mon médecin, j'en ai marre que mon médecin me comprenne pas, j'en ai marre d'attendre 6 heures aux urgences, je comprends pas les médicaments qu'on m'a prescrits, ou j'adore l'infirmière, j'adore mon médecin parce qu'il est génial, il s'occupe de moi, il me pose des questions sur mes enfants. On a le droit de tout dire. Ça nous permet, nous, de détecter les besoins, les préférences. Et après, en fonction de l'importance exprimée par nos utilisateurs, on va jouer le rôle d'alerteur et on va alerter jusqu'au dossier expert et on va alerter une maison de santé, un établissement de santé, une région, le Sénat, le ministère ou l'Assemblée nationale. En fait, l'idée, c'est de donner réellement le pouvoir à la parole des usagers, alors qu'aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Et c'est très clair dans votre communication, parce que en l'occurrence, la communication sur les réseaux sociaux au sujet de cette application, qui a peut-être été lancée, la communication, je parle, il y a un petit mois. Un petit mois, c'est ça. Au début, moi, j'avais un peu compris les fondements d'Héroïque Santé et je me dis, d'accord, ils lancent leur application, ça va être le lieu d'échange, une sorte de réseau social un peu privé et entre soi, et je vois la communication et je me rends compte que on est beaucoup sur ce qui ne fonctionne pas. Et là, je me dis, mais c'est dingue parce que on parle beaucoup du système de santé en France, qui plus est en ce moment, et on entend rarement, en tout cas dans les médias, les patients se plaindre. Ils n'ont même pas la parole. On entend les personnels médicaux qui se plaignent très certainement à raison. On sait que ça se répercute sur les patients, ils le disent d'ailleurs dans toutes les interviews, mais des patients qui se plaignent comme s'ils n'avaient pas d'espace de parole jusqu'à présent. La réalité, c'est qu'ils n'en ont pas. En fait, on leur donne pas ce moyen de parler. Faire une manifestation aujourd'hui de la part des patients pour dénoncer, non, on a vu les soignants dénoncer les manques de moyens à l'hôpital, on a vu récemment les médecins généralistes descendre dans la rue pour revendiquer une consultation de 25 à 50 euros. Nous, aujourd'hui, à 17h, ce midi, et je vais pousser sur les réseaux sociaux dès qu'on aura fini, on vient de sortir un post sur Yakadir parce que les patients ont remonté ça, et le post de Yakadir, c'est: ça fait quoi sur votre vie à vous si demain la consulte passe à 50 euros ? J'arrive avec mes 2 gamins ou mes 3 gamins, je laisse 150 euros et je suis remboursé 3 jours après. J'ai les moyens de le faire ou pas ? C'est une vraie question à poser. Ça remet pas en cause la demande des revendication des médecins. Mais nous, on pose la question aux patients. Ouais. Je vais juste poser une question puisqu'on est tous là et vous lèverez la main chez vous. Mais la question, c'est: est-ce qu'on vous a demandé à vous, en tant qu'usager, si pour la vaccination ou la crise Covid, est-ce qu'on vous a posé la question ? Non. Jamais on nous a posé la question. Ça ne veut pas dire qu'on aurait été capable de mieux gérer, j'en sais rien, la crise, une pandémie, parce que c'est un sujet mondial. En revanche, on aurait pu tout simplement poser la question aux patients en particulier de comment ils envisageaient leur vaccination Covid, à quel rythme, qui au départ, comment on l'organise. En revanche, non, on a pris des décisions, on l'a imposé à tout le monde, qu'on soit malade ou non malade, et on n'a pas du tout posé la question aux citoyens. Quand on parle de participation citoyenne ou de démocratie, pas démocratie en santé, nous on va parler, elle n'existe pas en fait.
Non, mais je vais me faire l'avocat du diable. Moi, si on m'avait demandé mon avis, j'aurais été incapable de le donner. Je suis pas scientifique, je ne sais pas ce que c'est que cette maladie. J'ai pris le parti. Alors effectivement, là, quand on est en train de m'expliquer, on va en arriver à un vaccin tous les 6 mois. Je sais pas ce que ça va produire à long terme, mais sauf que vu que j'y connais rien, je fais confiance à mon médecin. Si on m'avait demandé mon avis, quelle légitimité j'avais à donner mon avis là-dessus ? La légitimité d'un usager, c'est pas de donner un avis sur l'organisation de la prise en charge de la pandémie. En revanche, on est tout à fait légitime pour dire, moi, si je veux faire vacciner, j'aimerais que ce soit à proximité, que ça puisse être mon infirmier qui me vaccine, parce que j'ai l'habitude de faire mon vaccin tout ça, grippe. Personne n'y a pensé. Et voilà, et j'ai pas envie d'aller me retrouver dans un stade ou dans un vélodrome à faire la queue avec des centaines de personnes pour me faire vacciner. C'est des questions... Entre guillemets, c'est pas la question structurelle qu'on pose à l'usager, c'est la façon de proximité ou de comment ça s'intègre le mieux possible dans sa vie de tous les jours. Et j'ai presque envie de dire que même stratégiquement, rien qu'en demandant leur avis aux gens, je vais être machiavélique, mais c'est plus facile après de faire passer des décisions. Bien sûr, oui, après ça s'appelle du greenwashing, mais on peut le faire sincèrement. Je vais vous donner un exemple de réflexion de bien-pensants, et finalement, je vais vous donner l'exemple. Je citerai pas l'établissement, mais c'est un établissement de santé qui veut faire pour les femmes atteintes du cancer du sein. Les équipes se disent, oui, ce serait génial d'organiser, parce qu'elles perdent leurs cheveux, d'accord, d'organiser une rencontre avec en fait une onco-esthéticienne, donc une esthéticienne qui connaît bien la maladie et les femmes qui subissent finalement des chimiothérapies pour le cancer du sein. Génial, tout le monde dit dans l'équipe, c'est génial et tout. Ok, on l'organise. Donc ils organisent ça sur un mois, 2 demi-journées par semaine. Fin de l'expérience, 0 femme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens se sont demandé, on se dit, ok, dans le service, non, on va pas le faire dans le service. Ok, on va le faire dans la maison des aidants. La maison des aidants, elle est à l'extérieur du service. Les femmes, quand elles sont dans le service, doivent sortir, entre guillemets, s'habiller ou pas s'habiller, descendre en peignoir ou en chaussons, ce qu'on veut, traverser une cour de 100 mètres, et aller dans la maison des aidants où il y a plein d'autres associations de patients que des patientes atteintes de cancer du sein. Il n'y a aucune femme qui avait envie de se montrer dans l'état où elles étaient, fragiles, en traversant la cour et en se rendant dans une maison des associations. Si on avait demandé aux femmes où est-ce que vous souhaiteriez rencontrer l'onco-esthéticienne, la majorité des femmes, quand on leur pose, diraient « dans ma chambre ». À l'écart du regard des autres. Mais tout s'était organisé sans les consulter. Voilà, sans leur demander. L'idée elle est organisée, elle est faite, et l'onco-esthéticienne est prévue, elle est financée pour venir 2 fois par semaine pendant 4 semaines. Pourquoi à ce moment-là, on ne demande pas aux femmes où est-ce qu'elles veulent rencontrer l'onco-esthéticienne ? C'est juste ça la question qu'on pose. Et il n'y a qu'à dire, on veut que les gens s'en emparent pour nous parler de ça. Pas pour remettre en cause le sujet. Non, mais d'un point de vue très pratique. Et puis faire part d'expérience et sans être dans la revendication. Mais j'ai vécu ça. Et bien souvent, ça suffit à déceler les problématiques. Et la meilleure façon de le faire, c'est de le faire comme ça. Ok, on a entendu, on prend en compte ou on ne prend pas en compte, mais on peut dire qu'on a entendu, mais on ne peut pas. Ou si on a entendu, génial, on le fait. Et c'est sur comme on dit, en fait, c'est notre système de soins, il a une grande difficulté. Et là, c'est le rôle du médico-social ou du social que je félicite sur ce sujet, mais il a une grande difficulté, il laisse souvent le patient à 1 mètre de chez lui. On ne sait pas ramener les gens chez eux. Donc comment on fait ? Si on ne les écoute pas, on n'y arrivera pas. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je suis ravi de dire qu'il n'y a qu'à dire dans les Hauts-de-France, on va lancer avec le GIE Praginov, donc qui est un groupement d'intérêt économique créé il n'y a même pas 1 an par la CARSAT, c'est la Caisse de retraite des Hauts-de-France, et la communauté urbaine d'Arras. On lance un gros projet avec Akadir et des établissements de santé où on va permettre aux usagers de s'exprimer lorsqu'ils sortent de l'hôpital et de nous dire ce qu'ils ont envie de nous dire sur comment c'est organisé ou non leur retour à domicile, de quoi ils auraient eu besoin, de quoi ils ont souffert, de quoi ils ont manqué, et qu'on comprenne enfin comment organiser, alors qu'il y a une multitude d'acteurs qui existent, mais on a envie d'entendre les usagers pour qu'ils nous disent, mais
j'ai pas eu ça, ou j'ai eu ça, mais j'aurais préféré ci, j'aurais préféré ça, et qu'on arrive à organiser de façon intelligente pour l'usager lui-même l'ensemble de ces acteurs-là. Donc, et aujourd'hui, personne n'a jamais posé la question. Je trouve ça hallucinant. Ça va arriver au début de l'année prochaine. On va poser la question aux patients des Hauts-de-France hospitalisés. Yacadir existe depuis 15 jours, donc j'imagine qu'il est extrêmement compliqué de tirer des conclusions, mais est-ce que vous avez aussi déjà reçu des témoignages, j'allais dire positifs ? On a des témoignages positifs. En fait, aujourd'hui, il n'y a qu'à dire, il faut regarder on fait des relais. On fait des relais sur mon LinkedIn perso ou sur le LinkedIn Héroïque Santé. Et on a Antoine Kalavski, qui est mon bras droit en chargé de la com, etc. et des relations extérieures. Et Antoine prend la parole tous les vendredis, donc depuis 2 vendredis. Donc il a pris la parole la 2e fois vendredi dernier pour faire une synthèse de ce que les patients nous ont dit pendant la semaine. Il y a du négatif, mais il y a du positif. D'accord. Héroïque Santé, ça existe depuis combien de temps ? 4 ans maintenant. Et avant Yacadir, ça fonctionnait comment ? Parce que là, je vois bien l'outil. Héroïque Santé, et ça fonctionnait comment ? Ça fonctionne. En fait, nous, aujourd'hui, au départ, on voulait créer des communautés d'usagers. Ouais. Mais avec la logique de communauté fermée, donc inscrivez-vous, profil, etc. Le monde a changé depuis avec les communautés comme Brut ou change.org ou encore We Don't Have Time, en fait, Greta Thunberg. On voit bien que ces communautés deviennent extrêmement ouvertes et larges. En fait, ce qu'on veut, c'est partager un centre d'intérêt commun comme The Jungle ou Welcome to the Jungle. En fait, c'est des communautés d'intérêt commun. Ouais. Donc aujourd'hui, Héroïque Santé, grâce à cette ouverture, mais via les réseaux sociaux et le monde réel, via nos associations partenaires, on a aujourd'hui plus d'1,5 million d'usagers qui font partie d'Héroïque Santé et qu'on peut solliciter à façon sur des sujets qui les concernent. Donc on peut réaliser des enquêtes extrêmement larges. Un exemple, on a réalisé en mois de mars dernier sur l'endométriose. L'endométriose, c'est une douleur en fait, c'est l'endomètre, c'est au niveau des organes génitaux de la femme, c'est extrêmement douloureux. Il y a une femme sur 10 qui travaille qui souffre d'endométriose. Donc c'est un vrai sujet de société. Ces facteurs de fréquentes absences ou de difficultés dans le travail et dans la concentration liées aux douleurs. Et aujourd'hui, la prise en charge de l'endométriose c'est pas pris en charge à 100%. Et c'est un vrai gouffre financier pour les femmes qui souffrent d'endométriose. Et en début d'année, au mois de mars, notre président actuel réélu avait mis en place une commission pour traiter du sujet. Comme disait un autre président, un ancien président, quand on met en place une commission, c'est qu'on veut enterrer un sujet. Donc c'est un peu ce qui se passe, puisque globalement, tout le monde a pensé que ça y est, l'endométriose était pris en charge à 100%, ce qui n'est pas vrai. Nous, on a mobilisé nos communautés, nos partenaires, et on a réalisé la plus grosse étude réalisée depuis 10 ans en France, 2022 femmes, on voulait un chiffre symbolique, 2022 femmes interrogées en 10 jours. Et on a publié des chiffres dans la presse qui sont édifiants. C'est près de 250 € de reste à charge mensuel pour les patients. Ouais. Si on rajoute les médecines d'approche complémentaire, kiné, balnéo, etc., on rajoute 50 € de plus. On n'a pas le droit de laisser faire ça. Surtout que nous, on a montré que d'un point de vue économique, aujourd'hui, l'absence au travail de ces femmes-là, si on les soignait correctement et qu'elles reprenaient le travail, la valeur ajoutée qu'elles apporteraient en travaillant financerait largement la prise en charge à 100% de leur maladie. Donc c'est juste un calcul à faire. Il fallait juste avoir des chiffres, et merci aux femmes qui ont répondu parce qu'elles ont apporté cette information. Et il faut qu'on arrive à le dire aux patients, exprimez-vous. Et une fois que toi, tu as récolté cette information, ou d'autres, parce que j'imagine qu'il y a plein de sujets, qu'est-ce que tu en fais ? Nous, en fait, au départ, notre mission, c'est de détecter, de comprendre et de faire en sorte que les problématiques, les besoins ou les préférences des usagers soient perçus et pris en compte par les acteurs concernés. Ça, c'est notre mission. On agit comme des alerteurs et on fait en sorte que ce soit pris en compte. Après, il faut qu'on gagne de l'argent. Parce que si on veut aider les gens, il faut avoir l'argent, il faut avoir le moyen de le faire. Nous, on reverse 20% aujourd'hui de notre chiffre d'affaires pour financer des projets qui sont utiles aux patients, imaginés par et pour eux. Demain, ce sera 25, 30, 40 dès qu'on aura passé certaines échelles. Mais dans l'idée, nous, aujourd'hui, notre mission, c'est ça. Et quel est le modèle économique qu'on a adopté ? Moi, je viens de la pharma.
Et pendant des années, j'ai investi des millions d'euros pour interroger les patients via des sociétés d'études, des instituts d'études ou de sondage comme Ipsos, Sofres, Kantar Health ou encore des groupes plus spécialisés. Et je me suis dit, on va faire la même chose. On va proposer à tous les gens qui veulent comprendre les patients de venir vers nous. Donc, on fonctionne comme une société. On a l'expertise d'une société ou d'un institut d'études sur les approches qualitatives en santé. On s'est mené du questionnaire, on s'est interrogé, on s'est analysé du résultat, on s'est publié du résultat. Et on leur dit, venez vers nous. Ça coûtera moins cher qu'ailleurs. Pas beaucoup, mais on essaie d'être un peu en dessous. Ouais. C'est la loi du marché. Et en revanche, on va beaucoup plus vite. Parce que nous, on a 500 000 patients prêts à répondre. L'enjeu pour une société d'études, c'est l'accès aux patients. Nous, on a 500 000 patients qui sont prêts à répondre du jour au lendemain. Et comment tu as fait pour les avoir, ces 500 000 patients ? On leur a rendu service. Parce que c'est... Enfin, vraiment, moi, avant qu'on me dise, écoute, il y a Philippe Mougin qui est au coworking à Lille, faut qu'on organise un podcast, normalement ça risque d'être intéressant. Ok, pas de problème. Mais avant ça, je te cache pas que Heroic Santé, j'en avais jamais entendu parler. Donc, alors je te crois quand tu me dis 500 000 patients. Si tu n'es pas directement concerné, mais aujourd'hui, en fait, on les a eus parce qu'on leur apporte un service. Notre mission, c'est de détecter, comprendre et de faire en sorte que ce soit pris en compte. Ouais. Mais c'est également d'être le média des malades chroniques. Aujourd'hui, nous, on a une équipe de 4 personnes, 5 personnes, dont le métier, c'est de pousser de l'information sur les réseaux sociaux. On fait 25 à 30 posts par mois, donc sur Facebook, Insta, TikTok. Et on fait 3 millions à 3,5 millions de vues organiques tous les ans. Et mis à part les réseaux organique où les gens entendront, ça veut dire qu'on ne sponsorise pas, on ne paye pas. Oui. D'accord. C'est vrai que c'est une précision à donner. Pour moi, ça me semble évident. Mais on ne paye pas. On paye pas. Sinon, c'est facile de payer et d'avoir des vues. Mais nous, on ne paye pas. Mais vous avez des relais aussi, j'imagine des associations qui viendraient en aide aux patients et qui leur diraient, on a des relais d'associations qui partagent nos posts. Et là, avec Yakadir, on lance un sujet qui démarre bien et tous ceux qui veulent venir peuvent venir. Aujourd'hui, Yakadir, c'est plus simple à utiliser et aujourd'hui, on propose en fait aux influenceurs, influenceuses d'Insta, parce que en fait, le concept d'influenceur, influenceuse, c'est très Insta. Hein. Oui. On leur propose tous ceux qui sont des patients et qui ont créé des communautés autour de leur maladie ou autour des complexités ou de la vie autour de cette maladie. On leur propose de pouvoir bénéficier gratuitement d'Yakadir, c'est-à-dire de proposer Yakadir à leur communauté. Ouais. On leur enverra l'information captée, comme ça ils pourront la partager, faire du plaidoyer à l'extérieur, augmenter leur communiqué, mieux expliquer ce qui se vit et comment ils le vivent. Et on leur créera sur Yakadir un espace dédié. Donc, je pense à, je sais pas si elle admettra, mais non, je vais pas citer de nom, mais une influenceuse en particulier que j'adore et on va lui créer son espace. Ce sera l'espace de Julie, c'est pas le vrai prénom, mais l'espace de Julie, communiquer avec sa communauté, la communauté s'exprimera, ils auront des informations partagées, et derrière, en plus, on lui propose, nous, quand un usager laisse un message sur Yakadir, il gagne des points, et les points financent des projets, d'accord. Financent des dons à des assos ou des projets collaboratifs. Et donc, Julie pourra imaginer le projet qu'elle veut, entre 500 et 2000 euros, parce qu'on n'est quand même pas... on n'est pas Rothschild, pas encore. Il faut y aller petit à petit. On le fera. Mais peut imaginer son propre projet utile pour elle ou sa communauté. Et tous les points laissés, entre guillemets, gagnés grâce aux messages laissés, serviront à financer ces projets-là. Et aujourd'hui, parce qu'on a vraiment envie, ces gens-là se sont mouillés. Ils ont donné de leur image, ils ont donné de leur force pour créer des communautés, 50, 60, 80, 120 000 followers. Et on veut leur donner les moyens d'aller plus vite et plus loin et de participer avec nous à la compréhension de ce qui se passe. Et on est en train de démarrer et ça démarre très très bien. Et je pense qu'on a trouvé là un vrai partenariat. On parle quand même d'une application qui a 15 jours. Là. Enfin, mais il faut pas... Mais ça, en fait, non, mais j'imagine qu'il y a urgence. Il y a urgence, mais c'est surtout qu'en fait, il n'y a qu'à dire, je le dis souvent comme ça, c'est l'enfant adulte et simple de ce qu'est Heroic Santé. Oui. Heroic Santé, c'est une usine à gaz, très honnêtement. Ça fait 4 ans, on s'est lancé. Moi, je viens d'un grand groupe, ou je venais d'un grand groupe. On raisonne comme un grand groupe. Ouais. Et aujourd'hui, avec Yakadir, on raisonne comme un usager qui a envie que les choses bougent. C'est tout. Plus les mêmes mécaniques, les choses alambiquées,
Il n'y a qu'à dire, c'est hyper simple. Mais il nous a fallu 4 ans pour l'imaginer et le mettre en œuvre. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va si vite, parce qu'on a 4 ans d'expérience autour du sujet. Sûr. Et c'est uniquement des témoignages où les gens peuvent discuter entre eux sur Yakadir? Aujourd'hui, Yakadir, on veut sortir... Oui, de l'aspect réseau social où les gens commenceraient à se répondre. Tu comprends immédiatement. Oui. Mais nous, on ne veut pas... On veut laisser un espace anonyme où les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent. C'est pas chez nous qu'ils vont discuter entre eux et c'est pas chez nous qu'ils vont s'interpeller. On ne veut pas arriver à ça. Et en revanche, sur le site, ils verront en fait des mises à jour régulières, des grands sujets abordés, des grands sujets traités, des infrasujets évoqués. Ils seront informés de ce qui se passe globalement sur ce qui se dit sur Yakadir, mais on ne veut pas recréer des espaces d'échange où les gens auront peur de s'exprimer. Je vais te donner un exemple. Et là, je peux peut-être la citer, c'est Isabelle, algivasculaire de la face. L'algivasculaire, c'est en fait une mauvaise information de ce qu'on appelle les trijumeaux, c'est les nerfs faciaux. Donc, on en a 3 de chaque côté. Et en fait, c'est tellement douloureux qu'on se tape la tête et on veut se jeter par la fenêtre. Hein. Isabelle a créé une communauté, elle a créé une communauté depuis 80 000 personnes. Elle a arrêté de communiquer récemment à titre perso et créé une asso parce que dans les derniers posts qu'elle a fait sur Instagram, où elle expliquait sa douleur, l'envie de se suicider, il y a quand même des gens qui ont été capables de l'exprimer, hein, qui lui ont écrit, mais arrête de parler avec ta tête de monstre, t'es moche, et globalement, la prochaine fois, si tu veux te suicider, te rate pas, quoi. Comment, et j'ai foi en l'humanité, hein, je dirais ça comme ça. Oui, Comment on peut arriver à ce genre de propos? Je trouve ça, mais c'est pas possible, en fait. Et on veut pas que ça arrive. Donc jamais, vous le ferez ailleurs, mais pas sur Yakadir. Mais depuis quelques mois, moi je suis sur, pour des raisons pro, je suis sur TikTok. Des fois je me dis je suis trop vieux pour ces conneries, mais j'ai été voir ce qui se passait. Et effectivement, le handicap est énormément traité. Mais j'ai l'impression, en tout cas c'est ce que me conseille TikTok et ses algorithmes, par des gens extrêmement forts et courageux, parce que on se rend compte qu'ils s'en prennent plein la tronche et ils se démontent pas, mais sauf qu'à force j'imagine que ça doit être très dur et que des gens un peu plus fragilisés, anxieux, qui assument moins les choses, c'est impossible pour eux quand on voit la haine qui se déverse. Ça rejoint ton propos précédent, c'est est-ce que les patients ont la parole ou pas? C'est super compliqué de parler, d'exprimer sa difficulté ou sa souffrance. Qui est prêt à l'entendre? Et si on l'exprime de façon trop prononcée, on se fait insulter par les autres parce que chacun pense avoir, entre guillemets, le summum de la difficulté et être celui qui subit le plus la difficulté du monde. Mais c'est pas une compétition. Et on a le droit de laisser les gens s'exprimer parce qu'on a besoin de comprendre ce qu'ils vivent. Et si on leur interdit de le faire, le monde va continuer tel qu'il continue. D'accord? Et on prendra pas en compte les douleurs, les spécificités, où les gens, des fois, s'expriment pas négativement, mais en disant « Ok, ce que vous faites, c'est magique, mais si vous le faisiez légèrement différemment, ce sera encore plus magique. » Et des fois, c'est ce fameux maître qui ramène à la maison, qui change tout. Mais à qui on demande ça? À qui on pose cette question-là? Nous, on la pose. On leur dit maintenant, c'est pas qu'on leur pose, on leur dit venez, exprimez-vous. Et voilà. Quand j'allais sur le site d'Héroïque Santé, j'ai l'impression, c'est peut-être une fausse impression, mais qu'il y a souvent le terme maladie chronique. En fait, c'est bien plus large que ça. Oui, merci. C'est plus large. En fait, aujourd'hui, c'est usager du système de santé. Voilà. Donc, on soit malade chronique soit handicap, et dans un handicap. En parlant de handicap, on est en train de travailler avec de nombreuses associations en fait de handicap et on vient de lancer une étude. D'ailleurs, je ne sais pas où vous pourriez la trouver parce qu'on n'a pas mis de lien chez nous, mais ça passe par des partenaires. On est en train en fait, on imagine demain créer un espace mais avec des fonctionnalités ou des usages en fait qui sont très spécifiques au monde du handicap. Les bourses d'échange pour le matériel, les bourses d'échange de temps disponibles, les temps de répit, etc. Ce qui est moins fréquent dans les maladies chroniques. Et là, on a lancé une grosse étude qui va être relayée, qui est lancée depuis une semaine, relayée par tous les gros acteurs en région, autour de les logiques de parentalité différentes et de parents aidants. Entre guillemets, c'est
comment on vit une parentalité en tant que parent quand on découvre qu'un enfant à 3 mois ou à 6 ans, entre 3 mois et 6 ans, est porteur de handicap, quel que soit le type de handicap, ou maladie rare. Et comment on devient un parent différent et comment on bascule du parent différent à un parent aidant. Parce qu'on est différent si on change les couches d'un enfant à 20 ans. Et encore, déjà 20 ans, c'est très, très, très différent. Ouais. Mais à 45 ans, on n'est plus parent différent, on est parent aidant. D'accord ? Donc, c'est comment s'organise cette vie. Et souvent, on fait des couples avec d'autres enfants dans leur vie sociale, l'impact que ça a dans leur vie sociale, dans leur vie amicale, dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale. On a besoin de comprendre ça Il y a plein de structures qui veulent accompagner, mais aujourd'hui, on comprend pas précisément de quoi ont besoin les gens et ce qu'ils vivent. On espère, au travers de cette étude, avoir peut-être 300 à 500 répondants. Si on arrive à faire ça, on aura l'étude la plus vaste réalisée en Europe depuis 30 ans. Est-ce que, alors que ce soit Héroïque Santé ou son application Il n'y a qu'à dire, pourrait un jour, et peut-être déjà maintenant, avoir pour objectif d'ouvrir en quelque sorte la connaissance du handicap ou de faire rencontrer le monde du handicap, le monde de la maladie chronique, entre guillemets au grand public. Alors je vais être plus clair et je vais parler d'une expérience personnelle. Bien sûr, comme tout le monde, j'aide quasiment quotidiennement ma mère qui est un peu âgée. J'entends parler dans les médias du handicap. Et puis, il s'avère qu'un jour, il y a quelques années, grâce à Now Coworking d'ailleurs, j'ai rencontré un couple qui avait un petit garçon polyhandicapé qui est malheureusement décédé il y a quelques années. Mais j'ai rencontré ce couple plusieurs fois, j'ai rencontré le petit Arthur plusieurs fois. J'avais beau entendre parler du handicap ou d'entendre parler du Téléthon ou d'entendre parler et je m'estime pas bête, je vais être prétentieux et l'impression de comprendre, le fait de réellement rencontrer des gens qui vivent ça. Alors je sais pas ce que ça a changé en moi et puis on n'est pas là pour en parler, mais je me suis pris une claque. On va le faire simple et ça a modifié plein de choses. Est-ce que ton entreprise pourrait, à un moment donné, ouvrir ce genre de porte. Je pense à ça parce que on parle de la difficulté des insultes et tout ça, mais je pense que de temps en temps, ça se résume à une méconnaissance et une peur de tout ça. Est-ce qu'on pourrait ouvrir ces portes-là ? La porte, on l'ouvrira en expliquant ce qu'il y a derrière la porte. Tu vois le cheminement ? Oui. Il faut commencer à expliquer ce qu'il y a derrière la porte. Et une fois qu'on a mieux compris que des familles, on parle de cette étude, que des familles peuvent vivre ça, les impacts. Une fois qu'on a compris ce genre de choses, on pourra ouvrir la porte et aller à la rencontre d'eux. Je te donne l'exemple, et tu vois ce que tu viens de me dire, c'est moi le monde du handicap, je connais pas, même le monde de la maladie, j'ai jamais été confronté à la maladie longue, etc. Donc pourquoi héroïque, j'en sais rien, mais je l'ai fait. Ouais. Et derrière, et c'était au mois de mai, avec l'association Noémie, qui est une association polyhandicap. On a été interrogé pour créer ce questionnaire, mais au-delà, après créer cette plateforme, on a été interrogé, on a été dans une maison d'accompagnement spécialisée ou d'accueil spécialisé, rencontrer des familles, des patients en situation de polyhandicap et les soignants. Quand je dis polyhandicap, il faut imaginer, je sais pas comment le décrire, c'est fauteuil roulant, avec siège cintré, les doigts crochus, vous voyez, la langue qui pend, le visage déformé. Je parlais du petit Arthur, il n'avait qu'un sens, il entendait. Voilà. Et le choc, on me demande de présenter le projet normalement. Et quand on regarde ces patients, on se dit, mais il faut que je me pose, que je ralentisse, que j'utilise des mots simples. Non, normalement, on explique tout. Ouais. Et je me souviens, il y a une jeune fille qui était là en face, polyhandicapée, donc les doigts complètement déformés, le visage avec la langue qui pend, et incapable de parler, donc avec une tablette de synthèse vocale devant les mains. Et à un moment donné, on pose des questions, et elle prend tant bien que mal un de ses doigts qu'elle arrive à tapoter et tout, et la synthèse vocale t'envoie une réponse qui est d'une intelligence folle,
avec de l'humour. Et tu vois, si je t'en parle, j'ai des poils qui se dressent. Ah mais non, mais depuis tout à l'heure là qu'on parle, moi je. Et cette jeune fille a relevé la tête, a souri, et j'ai vu je vais parler de beauté, mais oui, non, mais d'extrêmement beau. C'est un truc de fou. Mais tu vois, mais pour arriver à ça, j'ai ouvert plein de portes avant en fait. Hein. Oui. Il faut la confrontation réelle physique, hein, il faut lui donner du temps pour qu'elle existe, mais pour qu'elle existe, il faut ramener dans la vie des autres, entre guillemets, il faut leur ramener des sujets, ce qu'on réalise au travers de nos études. Sachez que les parents vivent ça comme ça, que le regard que les gens portent est différent, que ça les a séparés de leurs femmes, de leurs amis, parce que les amis ne comprennent pas ou ont du mal à regarder l'enfant, etc., etc. Donc, si on explique tout ça, on prépare l'ensemble à émotionnellement recevoir ce contact physique. Parce qu'il n'est pas aisé, en fait, entre guillemets. Non. C'est le réflexe, c'est on baisse les yeux, on n'ose pas regarder, on ne sait pas comment se comporter. Mais si on a appréhendé ces sujets d'un point de vue très intellectuel ou très comparaison sociale, études, expression, etc., c'est plus facile après. Et je pense qu'on y contribue, oui, sans aucun doute, oui. Mais après ça, c'est une richesse. Alors moi, effectivement, je reparle de cette expérience, mais parce que ça m'a marqué. Ce qu'il y avait derrière la porte, je le savais parce que je connaissais les parents. Et je me rappelle, on s'était dit un jour, ils avaient monté une association, et on s'était dit, on a des compétences, on va leur faire un site internet. Ça leur manque, ils en ont pas actuellement, on va leur faire un site internet. Et dès les premiers rendez-vous, donc Julie, la maman, était venue et nous avait déjà amené tous les classeurs qu'elle avait à remplir chaque année. Alors on sait, on entend parler du parcours difficile pour avoir des aides, quand on voit le nombre de classeurs à remplir chaque année, déjà, ah ouais, quand même. Non, c'est extrêmement compliqué. Et donc le petit Arthur était là aussi, dans son fauteuil. Les premières fois que je l'avais vu, j'étais pas à l'aise. Et là, on commence à parler du site internet et à montrer des maquettes sur un écran et à échanger. Et à un moment donné, Julie dit Arthur, ça te plaît ? Et sur le coup, une fraction de seconde, j'ai eu la pensée, oui, enfin, c'est bien, tu lui demandes, mais... Et je peux pas te dire quelle a été... je me rappelle pas quelle a été la réaction d'Arthur, mais il a réagi. Et là, quand tu me dis les poils... Alors, c'était pas par la voix, c'était pas... Il y a eu un éclat de rire. Il y a eu quelque chose, et ça remet tellement de choses en question. Alors, c'est vrai que quand on voit les réseaux et les gens qui s'invectivent et tout ça, juste connaître, enfin, s'intéresser, s'ouvrir à l'autre... Moi, je vais dans ton sens. En fait, ce qui est admirable, et c'est pour ça qu'on travaille, on va travailler avec tous ceux qui veulent, les influenceurs sur les réseaux sociaux, on va leur donner les moyens d'aller plus loin. Parce qu'en fait, il faut avoir le courage d'exprimer cette différence. Non pas, je trouve ça, entre guillemets, la notion du droit à l'indifférence, j'ai beaucoup de mal avec le concept. Oui. On n'a pas à être indifférent. Non, on a juste à accepter leur différence. C'est le fait, l'indifférence, c'est ce qu'il y a de pire. Moi, dans la relation humaine, j'ai été marié une fois, divorcé, revécu avec une femme, et là, je me suis remarié depuis 17 ans avec une femme que j'appelle toujours Madame Mougin parce que je veux qu'elle porte mon nom, et avec qui je suis super amoureux. Je me suis séparé par indifférence. Donc je peux pas, le droit à ou l'indifférence, oublie, c'est pas un vrai concept pour moi. Surtout quand on parle de ces relations humaines, il faut refuser ça. Il faut percevoir la différence et l'accepter en tant que telle. Et qui se ressemble s'assemble, c'est faux. C'est la différence qui construit les gens. C'est parce qu'avec mon épouse, on est sincèrement différents qu'on s'aime. Ça frite, ça chahute, mais c'est passionnant. Ouais. Si elle était comme moi, mais je m'ennuierais au quotidien, moi. Je m'ennuierais au quotidien. Et ce qu'on veut, c'est que les gens nous expriment. Donc, Héroïque est né de ça. Ça a été compliqué. C'est une structuration complexe, une organisation un peu lourde. Il n'y a qu'à dire, on passe à une échelle au-dessus et on va enfin pouvoir réellement réaliser la mission qu'on s'est donnée en créant Héroïque Santé.
Arrivé à ce moment-là de cette série qui s'appelle J'ai rendez-vous avec, je pose toujours une question. Voilà, on a parlé d'une société, de ses objectifs. Et cette question ne m'a jamais autant posé de questions que maintenant. Elle a lieu à chaque fois et c'est « Es-tu heureux d'aller au travail ?» Ça me paraît tellement plus énorme que le simple fait d'être heureux d'aller au travail. J'imagine que... Je suis heureux. En fait, c'est de la question de... J'ai envie d'aller travailler. Parce que la notion d'être heureux ou pas heureux... être patron d'une start-up comme Héroïque Santé, on a créé Héroïque Santé il y a 4 ans, mais on a commencé à réellement développer l'activité il y a 2 ans et demi. Ouais. Aujourd'hui, on est 9 collaborateurs, demain 10, l'année prochaine peut-être 16, 17, avant juin. J'ai envie d'aller travailler, mais être heureux, les sentiments, c'est les montagnes russes, hein, parce que mais c'est ça. C'est hyper flippant. Ouais. J'en ai mal au bide et c'est des moments de joie phénoménaux. Donc, si tu dis être heureux, j'ai envie d'y aller parce que j'ai cette énergie et cette envie d'y aller. La notion de bonheur, pour moi, c'est un sujet un peu différent parce que il y a beaucoup de stress et d'angoisse aussi. Ouais. Donc, c'est un mélange. Je vais te dire quand même que je suis très heureux d'aller travailler, mais qu'on n'imagine pas que c'est aller au Club Med, quoi. Hein. Non. C'est tous les jours, c'est des interrogations sur soi, sur ce que l'on souhaite faire, sur la mission qu'on se donne, les limites à franchir ou à pas franchir. Puis derrière, on a des vies. Aujourd'hui, j'ai des familles, j'ai des gens dont on doit payer les salaires. Et on a des engagements vis-à-vis de nos utilisateurs qui est ceux de comprendre et de faire en sorte que ça change. Et on veut les accompagner. Donc il y a ces enjeux-là qui sont très très forts et qui interrogent et qui sont pas très sereins ou qui provoquent pas que de la sérénité au quotidien. Donc ça vient des fois un peu bousculer, quoi. Et au quotidien, parce que j'imagine que vous avez énormément de témoignages, il n'y a pas des moments durs. Là, on a abordé vite fait sur 2 exemples de rencontres qu'on avait fait respectivement, et rien que ça, on a les poils. Ok, c'est lors l'enregistrement d'un podcast, et ces 2 exemples. Au quotidien, vous en avez beaucoup plus que ça. Ah si, il y a des moments extrêmement durs, en fait. Il y a des moments très très durs qu'on voit pas sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sont très... En fait, sont très organisés et les gens ont appris à s'exprimer pour éviter de se faire bâcher. Hein. Ouais. Donc, globalement, ils connaissent. Ils ont la recette et c'est très lissé. Nous, derrière, sur Yakadir, on commence à avoir des témoignages costauds. Et puis après, nous, on mène sur nos posts, je pense qu'on a dû faire plus de 300 vidéos de témoignages, etc. Donc, et là, quand on a des témoignages, un peu ce qu'on fait là, oui. Quand ça dure, vous voyez les montages de 3 à 5 minutes, exactement. 6, mais quand vous avez 1 heure et demie de rush, et que la personne se sent en confiance, et là, on a Chloé, qui est notre madame patient ou qui est en relation avec les patients. C'est une jeune fille, je ne sais pas comment elle fait. Elle a une intelligence relationnelle qui est colossale parce elle arrive à donner confiance, mais elle s'en prend. Mais moi, quand on voit les rushs, c'est d'une violence. Il faut avoir une compétence ou une capacité de résilience, de compréhension forte et de sentir que le bien que ça provoque chez l'individu de se livrer pour accepter ça. Parce que quand on voit les rushs sont durs parfois, extrêmement durs. Hein. Je pense à un témoignage où, maintenant aujourd'hui, c'est une très belle jeune femme, elle a une communauté de plus de 63 ou 64 000 personnes sur Insta, elle a trouvé son équilibre, etc. Et son équilibre, elle l'a trouvé. Un équilibre, pas forcément son équilibre, un équilibre. Mais au final, cette jeune fille nous explique, elle s'est passée en vidéo maintenant, mais parce qu'elle a osé le dire, que finalement, elle avait un problème et que c'est le chirurgien qui a coupé au mauvais endroit, en fait. Hein. Ouais. Et que sans ça, elle ne serait pas là. Ouais. Du moins, elle ne serait pas là dans son équilibre. Ouais. Elle serait ailleurs. Et c'est hyper compliqué à entendre. Ouais. C'est hyper violent à entendre. C'est la résilience qu'il faut. Et après, il y a tous les témoignages de... Moi, j'en ai un autre, en fait, c'est une jeune femme diagnostiquée qui vient avec sa fille qui a 14 ans
Ça fait 27 ans que cette femme se fait insulter par son mari et son beau-père parce qu'on la traite de feignasse et qu'il faut qu'elle bouge son cul. Alors qu'elle vient avec sa fille de 14 ans parce que ça fait 10 ans qu'elle ne sait pas se laver les cheveux tout seul et qu'il n'y a que sa fille, elle, qui savent que quand elle prend la douche, elle a des longs cheveux et que c'est sa fille qui lui lave les cheveux parce qu'elle ne sait pas lever les bras pour se laver les cheveux. Et cette jeune femme sort de consultation et on lui a donné un diagnostic. Et elle pleure. Elle pleure et c'est normal. Et je lui dis, et le docteur m'a dit que mes douleurs n'allaient pas disparaître tout de suite, mais elle me dit, je m'en fous. Moi, ce que je veux juste, c'est que je vais pouvoir enfin dire aux gens que je suis pas barge et que j'ai une maladie et que je fais pas du chiquet, quoi. Et c'est ces violences-là qui sont dures à percevoir, en fait, et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des milliers de gens qui nous le disent. Parce que ça, il faut qu'on l'entende. On a besoin d'entendre ça pour mieux comprendre ce qu'ils sont ou ce qu'on doit vivre, même nous, en relation avec ces personnes-là. Et après, on ouvrira la porte, on ira les prendre dans les bras et on fera autre chose. Mais on a besoin d'entendre ça parce que la confrontation, si on ne connaît pas ça, on nous manque des éléments, en fait, dans cette confrontation. Comment tu fais, entre guillemets, j'aime plus les termes, j'ai les questions, j'aime plus les termes que j'utilise. Mais quand même, finalement, comment tu fais pour choisir tes collaborateurs ? Parce que les compétences pro, on voit un CV, on voit un parcours, d'accord, ok, mais ça c'est facile. Là, il y a des choses extrêmement spécifiques. Ça se passe comment ? Parce que tu me disais, vous êtes une équipe de 4-5, c'est ça ? Non, là on était 4-5. Quand on est arrivé, on va être 10 en janvier. Donc d'accord. On a doublé, un peu plus que doublé l'effectif depuis qu'on est arrivé. On était 6, mais pas tous à temps plein. Et on va être 10 à temps plein en début d'année. Okay. Donc, quand on dit choisir, c'est plutôt eux qui viennent. Je crois que les tout premiers, mais héroïques, existaient déjà. Donc, on expliquait. Après, quand ils viennent, oui, il y a. Après, c'est hyper instinctif, globalement. On a besoin de certaines compétences. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, comme tu dis, c'est compliqué, si je pense à Chloé, que c'est comment on fait pour vivre ça au quotidien, mais elle est passionnante, Chloé, et elle est passionnante dans ce qu'elle fait. Elle a pris en 1 an et demi une maturité phénoménale, mais pour une raison, c'est que nous, on vit, quand on travaille ensemble, on est une petite équipe. Ce qu'on a fait hier, on ne savait pas le faire, et ce qu'on va faire demain, on ne sait pas le faire. Ouais. Donc à un moment donné, personne n'a la clé. Moi, je viens d'un grand groupe, mais je n'ai pas la clé de ce qui est héroïque, ni il y a qu'à dire. Donc, et personne l'a chez nous. Donc en pratique, c'est chacun a des fonctions, mais on partage toutes les grandes décisions ensemble. Ouais. Et on demande à chacun de s'exprimer et tout le monde a envie en fait, on l'oblige à s'exprimer, on lui donne l'aspect serein pour qu'il ose s'exprimer, qu'il ait la possibilité de s'exprimer. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de faute, puisque de toute façon, on n'a pas la solution. Je ne pourrais pas ouvrir un bouquin, page 312, 4e ligne, en disant « non, c'est pas ça qu'il fallait dire, j'en sais rien ». Donc, tu as le droit de donner toutes les idées, mais la seule règle chez nous, c'est que si tu dis qu'on ne peut pas le faire, je ne veux pas l'entendre. On ne peut pas le faire comme ça, mais j'ai une solution pour le faire. Après, si la solution, elle est compliquée, si elle est alambiquée, on décide de pas faire, ou de faire ou de pas faire, mais on ne peut pas arriver en disant « on ne peut pas ». C'est pas possible de dire on peut pas. C'est ok, comme ça on n'y arrivera pas, on fait comme ça. Ok, on compare les moyens, on compare la façon dont on va mettre en œuvre les choses et on décide si on y va ou pas, parce que si c'est trop alambiqué, ça sert à rien. Mais on n'a pas le droit de dire que c'est pas possible, puisque de toute façon on sait pas. T'es installé chez Now Connected à Lille depuis 1 an maintenant. Là, quand on s'était donné rendez-vous avant le début du podcast et on a parlé de ça, mais de manière très pratique, c'est bien, il n'y a pas de bail, pas d'engagement, on est assez libre, il y a moins de frais, c'est moins de soucis, ok, mais en fait ça on connaît au niveau du coworking. Est-ce que pour tes équipes ou pour toi, le fait d'être installé dans un coworking au sein d'une communauté, entre guillemets, mais en tout cas au contact d'entreprises différentes, de gens différents que tu croises tous les jours, est-ce que quelque part ça vous aide ? Quand il y a des moments un peu compliqués, est-ce que c'est aussi l'occasion d'avoir une sorte de sas de décompression ? On a passé une journée, Chloé a passé une journée à se prendre plein de témoignages dans la tête, et puis
et il y a un chocolat chaud à 4 heures. Est-ce que, quand tu as décidé de t'installer dans un coworking, est-ce que c'est des choses auxquelles tu pensais ? Je pensais pas forcément à ça. Je pensais plus aux aspects très fonctionnels. C'est du tout compris. Ouais. Donc on n'a pas à se préoccuper du ménage, de l'électricité, du truc, on se préoccupe de rien. Mais au final, aujourd'hui, on y est depuis 1 an et on va y rester. Ouais. Parce que non, il y a une réalité dans ce que tu dis. Aujourd'hui, c'est la capacité de pouvoir en fait sortir de nos contraintes et de pouvoir voir autre chose. Je vais donner un exemple, parce que nous, on a travaillé sur des sujets de ce type-là dans mon ancienne vie, mais c'était quand tu demandes à une infirmière de faire de l'accompagnement en soins palliatifs, c'est-à-dire accompagner la mort, tu as intérêt à lui proposer en parallèle un autre, entre guillemets, de faire ça une partie de son temps, mais l'autre partie du temps d'accompagner des nourrissons ou des jeunes enfants. Mais parce que tu peux pas garder... Ça existe, ça, d'ailleurs ? Oui, mais en fait, pas forcément dans le privé ou dans le public, peut-être que dans le privé, mais dans d'autres organisations, on a fait en sorte que on a mis en place des organisations d'accompagnement à domicile, donc sur le soin palliatif, mais à côté, de pouvoir accompagner des jeunes nourrissons hémophiles, d'accord ? Pour voir les deux extrêmes de la vie, parce que on ne peut pas rester enfermé face à la mort, et une personne en soins palliatifs, globalement, donc c'est d'accompagner la mort, elle va voir tous ses patients mourir. On peut pas, il y a personne qui peut accepter ça. Il y a personne qui sait vivre avec ça tous les jours serein et rentrer chez soi. Donc nous, quand on a des difficultés, les enjeux qu'on a, je parle de Now Connected, oui, maintenant je me rends compte qu'en fait c'est essentiel. En plus là-haut, je vais parler de Now Connected spécifique à Lille, oui. C'est hyper ouvert. On est au 11e étage, donc on est à Lille. Je pense qu'on est dans les endroits les plus élevés de Lille. Ouais. Donc on a une vision qui est hyper sereine. On dit que dans le Nord il n'y a pas de soleil, mais dès qu'il y en a, on le voit. Nous maintenant, je plaisante. Mais... Et puis on le sent, il fait très chaud à Lille. Oui. Non, mais on voit les moindres variations de lumière. On a de l'espace devant nous. Je me rends compte aujourd'hui, oui, c'est nécessaire. Ces espaces-là. D'un point de vue gestion, on est clé en main, donc on ne se préoccupe pas et on a d'autres choses à gérer. Et pour les équipes, c'est essentiel. C'est essentiel de pouvoir sortir, rencontrer, croiser d'autres personnes, etc. Et d'autres personnes, j'allais dire dans des bureaux, chacun ses bureaux dans un hall d'entrée. Le coworking, on partage tous le même espace. Et après, comme tu dis, il y a les animations, les petits-déj, les crêpes, et puis ne serait-ce que la cuisine commune. Donc on finit par se parler, par se connaître. Et on parle pas forcément, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément de notre job. On va parler de nos vies. Et la dernière fois, on a fait les 1 an du Now Connected. Donc, il y a des gens qui sont venus avec leurs conjoints. On a pu rencontrer les conjoints des personnes. Donc, et c'était super sympa. Et on n'est pas forcément là pour partager des réflexions business. Parce qu'en fait, je pense, pour moi, Now, en fait, n'a pas consacré son coworking qu'à une spécialité, comme font certains à la tech ou autre. Donc, mais l'idée, c'est de rencontrer d'autres personnes. Ouais. Et aujourd'hui, on vit réellement ça. Et après, et c'est le site aussi là-bas qui autorise ça, c'est, comme je dis aux équipes, en fait, on a les moyens de changer le monde quand on voit le monde comme on le voit là-haut, quoi. On a vraiment le moyen de changer le monde. Et c'est marrant parce qu'en fait, même quand on voit la rocade, c'est le soir, on voit les bouchons, mais c'est joli à voir. Quand t'es dans les bouchons, c'est insupportable. Mais de là où on les voit, on voit d'un côté la file avec les phares allumés jaunes et de l'autre côté les feux rouges. C'est super joli à voir. En fait, c'est ce stress, de là où on le voit, il devient beau. Et ben nous, on a besoin de ça parce que le stress, on en prend plein, on l'entend, on le ressent, on nous le communique, mais on a besoin de voir du beau derrière. Donc voilà. Ouais, non, et tu domines tout. Moi, alors, là, c'est vraiment anecdotique, mais je me rappelle, ça devait être il y a 1 an cette histoire-là. Il y avait toute une délégation de ministres de l'intérieur européen qui venaient. On le voyait juste en bas, juste en dessous. J'étais chez Now Connected à cette époque-là, je tournais des vidéos pour les sites internet et on les voyait tous. Alors, il y avait la police partout, ce qui est normal, hein, et tout le centre-ville de Lille était bloqué. Et de cette tour, mais on voyait les moindres faits et gestes, on dominait tout, c'était assez étonnant. Quand l'équipe de France est venue, on a assisté à ça aussi. Puis après, quand on parlait de l'ambiance au Now Connected,
Il faut les remercier aussi, Camille, Charles-Henri ou même Leïla. Oui. Camille et Charles-Henri, c'était chez nous là-bas. Oui. Comme disent ici au NAO, nous on est les banlieusards puisqu'on est, on est un tout petit peu excentré alors qu'on est quand même dans l'hypercentre. Et ici Leïla, mais on les connaît. On les connaît par leur prénom. On les connaît et puis je pourrais parler de leur vie. Et parce qu'on échange et parce qu'on partage des choses. Donc et c'est une famille en fait. Et on a besoin de... C'est autre chose que de rencontrer des entre guillemets, d'autres professionnels dans un hall d'entrée. Il y a un esprit de famille. Il y a toujours de l'échange. Il y a toujours... Là, on rigolait avec d'autres parce que il y en a une qui est belge et la Belgique est sortie de la Coupe du Monde, donc on rigolait. Voilà, donc voilà, on finit par tous se connaître et puis connaître un peu ce qu'on préfère ou ce qu'on n'aime pas et puis avoir plaisir de se rencontrer, de se faire coucou. Et ça apporte autre chose. Honnêtement, moi, au départ, sincèrement, le coworking, dans mon esprit, c'était on est là pour échanger, un peu comme dans les incubateurs, parler de projets. Oui, et tout. Mais c'est pas du tout ça culturellement. On n'est pas dans un incubateur. On est dans on arrive, on est une société où on est une société en croissance. Et on est plus là. On peut parler de choses pro, mais on est là aussi pour parler de soi en tant qu'humain et partager des choses humaines. Après, on peut parler et puis on rencontre des gens là pour du recrutement, pour des choses. On a notre photographe Marie qui est là-bas sur place et qui a fait nos photos nos nouvelles photos parce qu'on a lancé Yakadir donc pour le book press, etc. Donc voilà. Mais on n'est pas là pour ça. C'est souvent ce que les gens nous disent. On arrive en se côtoyant à faire plein de business, mais c'est pas pour ça qu'on s'est côtoyé, c'est clair. On va pas. Juste à un moment donné, effectivement, on a un intérêt commun. Et allons-y, travaillons ensemble. On découvre cet intérêt commun, mais il est pas. On n'arrive pas, quand on se voit, à se dire tu fais quoi, comment, et est-ce qu'on pourrait bosser ensemble. C'est pas ça l'idée. C'est on se pose, on se parle, et puis à un moment donné, tu fais ça, on pourrait peut-être, et voilà, et ça se construit. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on papote. Je m'en suis pas rendu compte. Moi non plus. Mais on arrive à la fin. Alors là, j'ai une idée, mais on verra plus tard. Mais je pense, ça s'était déjà produit à Bordeaux, je crois, où j'avais fait un podcast avec une personne. Et pour X raisons, quelques mois après, j'avais eu envie d'accueillir toute son équipe pour échanger. On en reparlera, mais je me dis que peut-être dans un an, on fera quelque chose et on verra où ça en est, mais avec toute l'équipe, parce que j'ai envie de connaître aussi ton équipe. Et alors ceux qui veulent, peut-être pas. Oui, moi ça m'intéresserait beaucoup parce que en fait c'est des discussions et moi je dirais une chose, c'est aujourd'hui par exemple on gère de la donnée sensible ou de la donnée de santé, on gère ces données-là nous. Ouais. Donc et on a une avocate avec qui on travaille, qui nous parle du RGPD, le règlement européen des protections de données, etc. Ouais. Et en fait, le préjudice d'image, je m'en fous, moi. Je m'en fous de savoir du préjudice d'image pour la boîte. Si on ne le fait pas, on aura trahi nos usagers. Ouais. Et c'est mes collaborateurs, j'aimerais qu'ils racontent ça. Parce que notre quotidien, il est focusé comme ça, quoi. C'est... OK, on est une entreprise, on doit faire de l'argent parce qu'il faut payer des salaires et on doit aider nos patients. Oui. Et tout ce qu'on fait, on refinance des projets, etc. Mais nous, notre approche, notre mission, c'est d'aider les personnes. Donc, je reprenais cet exemple du RGPD. Quand on me dit, moi, en fait, le bénéfice d'image ou en fait la perte d'image, mais j'en ai rien à faire, moi. C'est si je trahis et qu'on m'accuse de l'avoir fait, ils auront raison de l'avoir fait, quoi. C'est la culture. Et c'est ça que je pense que dans un an, mais même déjà aujourd'hui il l'exprime, et dans un an on sera encore plus nombreux. Oui, mais pour un an d'Yakadir, on restera en contact et on essaiera de faire quelque chose. Peut-être même, pourquoi pas. Là, je vais loin parce que c'est pas si simple que ça, mais avec le petit matériel qu'on a là, on pourrait téléphoner à quelqu'un, à un usager. Bien sûr, complètement, tout à fait. J'y avais pas du tout pensé. Mais là, on parlait tout à l'heure et je me disais, non, il n'y a rien de branché. Et puis, il faudrait prévenir la personne avant. Oui, mais au-delà d'un usager, je pense que dans un an, on pourra interroger déjà nos influenceurs ou nos influenceuses, parce que je pense que aujourd'hui, vu comme ça démarre, les peu à qui on a discuté, qui sont tous emballés par le projet et faire avancer le sujet, je pense que
oui, l'année prochaine, on aura largement... Puis en plus, entre-temps, vous aurez entendu parler de nous, il n'y a qu'à dire. Oui. C'est obligé. Mais il y a un truc à faire. Je garde ça en mémoire et puis on restera en contact. Avant de finir, mais pareil, là je me dis je suis avec toi, mais alors mes questions tombent pas à l'eau, mais je me dis il y a presque de la futilité. On finit toujours par la même question. Et là je me dis, vu tout ce que tu m'as raconté, enfin, je sais pas. Donc je vais te poser la question, comme ça ce sera fait. Et puis on va voir si tu as quelque chose à me répondre. Quelle est l'expérience professionnelle qui a le plus enrichi ta vie personnelle ? Ce sera celle de demain. Eh ben c'est parfait. Écoute Philippe, je te remercie vivement vraiment pour cette heure passée ensemble. Vous retrouverez tous les liens du site Héroïque Santé, de Yakadir, toutes les infos sur le site internet. Je pense aussi... on va développer des petites choses sur les réseaux sociaux, donc je pense que j'aurai l'accord de toutes les équipes de Now pour de temps en temps sur Twitter rediffuser des informations. Vous pourrez suivre cette aventure. Philippe, je te remercie. Je suis presque prêt à te donner rendez-vous pour dans un an. Et puis d'ici là, on vous donne très très vite rendez-vous pour un nouveau numéro de J'ai rendez-vous avec.